Bonjour, nouvel épisode sur le podcast et aujourd'hui nous continuons et terminons cette série de cartes postales. Pour la dernière partie de l'été, nous sommes allés à Muret Airsoft. Une déclaration qui te laisse sans voix, Gont, j'ai l'impression. On va avoir des choses à dire. Je ressens un peu d'amertume. On a des choses à dire en bien, on a des bonnes choses à dire et il y a d'autres sujets à aborder aussi. On a des choses à dire, mais peut-être commençons par présenter le terrain. Quel est le type de terrain et pour toi, quel est l'assaut qui se trouve derrière? Alors, le type de terrain, c'est un petit terrain, 2 hectares, je crois? ouais, qui est entièrement en pente. La majeure partie, c'est une pente. Ça casse vite le rythme. Très bien aménagé, il faut le souligner. Il y a beaucoup d'aménagements qui sont faits. Ah ouais, les constructions sont folles. C'est clair, c'est vraiment hallucinant le travail qui a été mis sur le terrain. Pour ça, chapeau à eux. Qui a été mis et qui est mis continuellement sur le terrain. Le seul petit bémol, je dirais, c'est qu'il y a besoin d'un petit coup de débroussaillage pour dégager un peu plus les lignes. Parce que entre les bâtiments, les petites structures réparties, plus toute la broussaille, c'est vrai qu'on n'y voit pas grand-chose. C'est vrai, mais bon, on peut pas être bon jardinier et très bon constructeur, d'autant plus que la zone neutre. Alors, je suis pas allé à l'Arrêt 51, tout le monde m'en parle en me disant que c'est une zone neutre géniale, mais j'ai découvert celle du Muret Airsoft, elle est juste mais complètement folle. Je l'ai trouvée hyper bien aménagée, très bien optimisée. C'est aujourd'hui, je pense, la meilleure qu'on ait pu voir. C'est clair que c'est la plus grande, la mieux organisée et même la mieux pensée en termes de parcours pour se préparer. On arrive, c'est l'accueil, donc on paye sa PAF. Après, on rentre vraiment dans la zone neutre, c'est séparé, tu es obligé de payer pour rentrer. De payer ou de pointer si t'es adhérent à l'association. Effectivement. Tu te prépares, tu passes au chronique et tout au fond avec le stand de tir, et après, une fois que tu es prêt, tu sors de la zone neutre et tu te mets sur le terrain. C'est vraiment bien pensé et il y a de la place pour tout le monde. On peut facilement accueillir quoi? 40, 50 personnes dans cette zone neutre, elle est immense. Voire plus, je pense que bien serré, tu peux monter à une centaine. Hmm. Et quoi qu'il en soit, cette zone neutre, elle est bien protégée de tous les tirs qui peuvent venir à l'extérieur. Il y a même des vitres qui permettent de regarder directement ce qui se passe sur le terrain. Il y a aussi 3 ou 4 portes qui permettent d'accéder directement de la zone neutre sur le terrain en faisant une sorte de S, on peut dire ça. Un passage qui permet, si jamais il y a des tirs malencontreux qui viennent vers la zone neutre, d'éviter de tirer directement dedans par ricochet. Ça, il est vraiment très bien pensé. Ah ouais, je te l'accorde. Bon, par contre, il y a quand même un bon point négatif, c'est que le terrain est loin du parking. Pour les personnes qui sont chargées comme des mules, vous allez devoir faire plusieurs allers-retours. C'est vrai qu'il y a quelques zones où on peut se garer plus proche, mais il faut accepter que sa voiture passe dans des petits chemins de terre. À vos risques et périls suivant la météo. Voilà, et au péril de vos essieux. Comment t'as vécu cet accueil? Parce qu'on a fait une partie, on y est allé en tant que nouveau joueur. On n'a pas pu le tester en tant que débutant. En tant que nouveau joueur, je vais pas refaire une redite. Accueil, très bien. Bémol, on nous a pas présenté le terrain. Je pense qu'on devait pas être les seuls nouveaux. Et il y a peu un moment, un orga qui a dit bon bah voilà une carte du terrain. Là il y a tel bâtiment, tel bâtiment. On sait pas, sur le coup, si on est allé la mauvaise journée ou si c'est habituellement comme ça, mais on faisait partie des premiers à être arrivés en zone neutre. On s'était posé au début. Il y a des personnes qui se sont posées à côté de nous, qui sont des habitués et des réguliers du terrain, et il y a d'autres personnes qui sont venues se joindre à côté. On était vraiment au milieu de réguliers. On n'a pas du tout été inclus dans les conversations. Ils restaient plutôt entre eux, même pas un bonjour. Ça, c'est la première chose qui m'a choqué. On nous a enfin présenté le terrain après avoir fait la première partie lorsqu'on était out définitif en attendant la deuxième. On viendra là-dessus. On l'a pas précisé dans les autres cartes postales, mais il n'y avait pas de définitif en jeu pour une dominicale. Vous êtes touché, il y a toujours un moyen de revenir en jeu d'une manière X ou Y. Ah si, des fois, la Gers, t'as des hauts définitifs, mais tu reviens juste au respawn et ça te coûte 2 minutes en temps de jeu et tu reviens. Voilà, là il y a pas ça, c'est vraiment, il y a de la def définitif. Vous revenez en zone neutre et vous attendez la fin de la partie. Ouais, on nous a présenté une partie plutôt de type arcade. Le scénario proposé était hyper sympa, c'était un scénario de type recherche et destruction. Il y a plusieurs petits ponts qui sont sur la carte. Et on devait partir avec une mallette qui symbolisait une bombe et passer sur chacun des ponts et faire exploser les ponts. Il y avait un match aller, un match retour. L'équipe qui avait décimé le plus de ponts était consacrée l'équipe gagnante. En vrai, un bon plan de scénar. En vrai, on nous l'a présenté, on a fait: «Waouh, c'est génial, ça change, on n'a jamais fait ça». Franchement, c'était le premier terrain qui nous proposait ça parce qu'ils avaient les infrastructures pour. Ouais. Petit bémol, comme tu dis, dans les règles, les out définitifs. Une fois que tu as pris 2 billes ou si tu te fais toucher au couteau, tu out définitif. Si t'as pas de chance, bah, ça arrive au début de la partie, Ce qui m'est arrivé avec une bille perdue, ouais. donc ça peut être assez frustrant au début, mais après du coup, je pense qu'en connaissant plus le terrain, en ayant plus l'habitude, ça arrive moins fréquemment vu que tu sais où te planquer pour éviter les billes. Il y a eu une autre partie qui a été organisée après qui était une attaque défense et le truc qui nous a choqué, c'est que les défenseurs ne démarraient pas de la zone de défense. Il y avait plusieurs points à défendre, il y en avait 2. Les 2 forts qui sont vers le bas de la carte. Les attaquants partaient de leur point de spawn qui était à tout un bout du terrain, et les défenseurs commençaient sur le deuxième point de défense, qui était pas forcément très loin du premier. En courant, il est à une trentaine, quarantaine de mètres, il faut quand même courir. Ce qui faisait que, et c'est ce qui a été fait par l'équipe d'attaque lors deuxième partie, le premier point peut être rushé
capturer avant même que l'équipe de défense ne rentre dedans. Qui pour une attaque défense peut, à mon avis, un peu coincer, vu que ça casse un petit peu le principe de tu tiens ta position, tu t'ancres dedans et puis tu te chopes des vagues et des vagues d'attaquants qui veulent te dégommer. Oui, c'est vrai. On parlait du terrain tout à l'heure, on disait que le terrain qui était quand même assez petit. Toi, qu'est-ce que tu considères jouable sur le terrain? Parce que moi, j'y suis allé, j'ai sorti mon sniper, je l'ai passé au chrony, j'ai vu la gueule du terrain, je l'ai rangé direct. Je pense, les snipers peuvent être jouables, mais il faut connaître le terrain, il faut connaître les zones à se mettre en snipe. Si tu te rappelles, lors du match retour de Chercher Destruction, il y avait un des gars de notre équipe qui s'est mis dans un clocher dans la zone de village. Je pense que de là, en sniper, tu dois avoir une bonne vue, mais il faut connaître les zones. Après, ce que je recommande, c'est plutôt de l'assaut. Je pense que le pompe doit bien défourailler. Batteuse aussi, ça doit très bien marcher. Je ne l'avais pas sorti parce qu'il faut parler des règles aussi. Les batteuses, ça se joue à deux. C'est un très bon concept pour le coup. Il doit y avoir toujours un joueur à côté de la batteuse qui fait son support à munitions. Alors, il peut tirer de son côté avec son fusil d'assaut, mais il doit toujours être à côté de la personne qui joue soutien pour faire baisser les têtes. Sauf que ça va pas au bout du concept. Je pense qu'il aurait été bien d'aller carrément, le gars qui est à côté a sur lui les ammo box du mec à la batteuse et c'est lui qui fait le rechargement comme une vraie batteuse. Pour vraiment pousser la coopération entre deux potes qui veulent jouer ensemble. Mais le concept de base est intéressant. Et du coup, quel retour on peut faire, nous, sur cette partie qu'on a faite à Mur Airsoft? Si tu veux, je commence. Vas-y, je te laisse commencer. J'ai eu une mauvaise expérience. Comme on disait tout à l'heure, c'était peut-être pas le bon jour. Mais en tout cas, à cause des règles de Haut Définitif, je fais partie des personnes qui n'ont pas eu de chance. C'est-à-dire que sur les 2 heures de jeu, j'ai joué 5 minutes. Et autant vous dire que j'ai tiré plus de billes pour le passage chronique que sur le terrain. Entre parenthèses, j'ai joué 5 minutes à cause de la règle des Haut Définitifs. J'ai eu la chance à chaque début de partie de prendre une bille perdue, ce qui me laissait simplement une vie. Et comme en face, nous avions des équipes qui étaient très rush, avec une mentalité plutôt, entre parenthèses, speed soft, ça laissait peu de place à la tactique. Sur un terrain que nous ne connaissions pas, avec des coéquipiers qui avaient l'habitude de jouer entre eux, on s'est retrouvé avec Grunt un peu délaissé de notre côté. Dès qu'on était out, on avait beau avoir des coéquipiers qui étaient à côté, personne ne bougeait le petit doigt pour venir nous réanimer. C'est un truc que j'ai eu moi pour les parties de défense. Quand il y avait des tactiques qui se faisaient, c'était ben, un groupe de potes qui fait une tactique, l'impose après au reste de l'équipe, donc soit tu suis, soit tu suis pas. Il n'y avait pas de concertation commune de l'équipe. Avoir l'avis de chacun, je pense que c'est quand même mieux pour une dominicale, vu que ça va être un peu plus chill. Moi, je soulèverais un autre point, c'est il y a un petit peu des excités de la gâchette. Ils ont la gâchette facile et même quand on se déclare out, on se lève, on agite un bout de chiffon blanc qui est notre soin pour qu'un allié vienne nous soigner. Et même dans ces cas-là, quand on crie out, qu'on ne se bouge pas ou qu'on doit repartir en zone neutre parce qu'on a out def et qu'on crie out qui passe, Ou que même sur place, on sort un marqueur de touche, parce que j'ai sorti un moment un marqueur de touche, je me suis quand même fait retirer dessus 2 fois par la même personne. Celle qui en plus m'avait sorti, à la base. il y a du contrôle de tir qui doit être fait. Moi personnellement, je suis beaucoup de team kill. Le fait est qu'apparemment, c'est parce que j'avais un bout jaune sur ma tenue et que mes alliés me confondaient avec l'équipe d'en face alors que j'avais juste un énorme brassard rouge qui était en dessous. Moi, j'ai aussi le cas où je suis remonté en étant out def en zone neutre. J'ai donc dû traverser une partie du terrain, partie où je me suis volontairement écarté des fusillades en gueulant out qui passe à peu près toutes les 10 secondes. J'ai dû mettre en tout 1 minute à remonter en zone neutre. Sur cette minute-là, en criant toutes les 10 secondes out qui passe, j'ai reçu 3 rafales. On peut se dire que ça arrive dans d'autres terrains, mais là, nous, on l'a quand même vu assez intense en termes de tirs qui ne devaient pas avoir lieu. Puis le dernier truc que je mettrais quand même, c'est la répartition des équipes. Encore une fois, peut-être une mauvaise journée, mais les fameux réguliers à côté de qui on était ont pris les brassards. Se sont mis des brassards à eux plus aux autres copains. Et il s'est avéré que lorsqu'on est sorti, l'équipe était non seulement des personnes qui avaient l'habitude de jouer ensemble, en laissant des mineurs qui étaient sur le terrain et qui devaient avoir un petit peu plus de 14 ans, plus tout un tas de nouveaux, d'un côté, ils se sont mis ensemble. L'équipe s'est révélée en plus être en surnombre, mais c'est pas grave. Ils se sont bien amusés et lorsqu'ils sont remontés suite à la première partie en zone neutre, la première chose qu'ils faisaient, c'était se vanter en disant «Ouah, comment on les a explosés, putain, c'était trop bien!» Comment dire? C'est ça que toi, t'es à côté, tu t'es fait out def au bout de 5 minutes, t'as pas joué, ça la fout un peu mal. Bah, disons que c'est pas forcément la mentalité familiale que nous, on a l'habitude de voir. Il faut savoir que au bout de la deuxième partie, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ma façon de jouer, que c'était pas du tout l'esprit que j'avais et que j'étais en train de passer une mauvaise journée où j'étais en train de ruminer. J'ai des enfants en bas âge, même en très bas âge. Donc j'ai pris la décision de quitter le terrain pour aller rejoindre ma famille et passer un dimanche à faire autre chose que râler et voir des gens s'auto-congratuler sur des actions
qui clairement en soi n'était pas folle. Le dernier bémol que je mettrais, c'est un mot de la part de l'orga qui m'a pris de haut alors que je partais. Ouais, c'était un des orgas qui était joueur. Il y avait 2 orgas, il y en avait un qui servait un peu Marshall, qui pouvait observer le terrain du haut d'une tour et il y en avait un autre du coup qui était vraiment vieux de la vieille du terrain, qui était, en joueur. En joueur, dans la fameuse équipe en surnombre, qui s'éclatait comme jamais et qui comprenait pas le déséquilibre qu'il pouvait y avoir en face. Et je voudrais juste revenir sur un point, tu as parlé qu'il y avait des mineurs. Ouais, il y avait 4-5 mineurs sur le terrain, pas juste des jeunes qui ont quasiment 18 piges. L'association est connue pour recevoir et faire jouer des mineurs contre dérogation. Je l'avais même vu à Alpha Airsoft quand le vendeur a vendu une réplique devant moi à un gamin qui devait avoir 14-15 ans, en disant clairement que bien entendu il la vendait aux parents, mais disait aux jeunes adolescents que Mur Airsoft se ferait un plaisir d'accueillir des joueurs de son âge. Je veux rappeler que normalement les mineurs, il y a des puissances spécifiques pour eux, même pour des répliques d'airsoft, des basses puissances pour éviter de se blesser, et c'est normal. Que là, on parle pas de ça, c'était vraiment un mineur qui a une réplique comme vous et moi, potentiellement un sniper qui peut tirer 1,99 joules. Et quand on joue face à un mineur, légalement, on n'a pas le droit, nous non plus, d'utiliser nos répliques pour lui tirer dessus. On doit, nous aussi, jouer avec des répliques qui sont à 0,08 joules, Donc quand c'est fait dans des trucs adaptés où tout le monde est au même niveau, ça marche bien. comme à la CIA. Où tout le monde a les mêmes puissances. Mais quand on arrive là où j'aurais pu jouer ma batteuse et littéralement balancer une rafale de 10 billes et découper un gamin. Perso, je me serais senti mal de le faire. C'est pour ça que je suis pas pris la batteuse. C'est un élément à prendre en compte. C'est un peu shady sur ce niveau-là. Après, on reste sur le fameux éternel débat que je pense on aura un jour sur le podcast. Doit-on intégrer les mineurs à la pratique ou doit-on les laisser jouer à la sauvage de leur côté? J'ai un avis sur la question, je sais qu'on a le même tous les deux, qui est c'est interdit par la loi, on va pas laisser un gamin de 14 ans conduire une voiture. Il faut savoir qu'il y a des associations qui prennent le risque, elles les prennent, le jour où ils ont un problème, ça sera pour leur pomme, parce qu'une simple dérogation ne les protégera pas. Voilà. Waouh, c'est la première carte postale sur laquelle on a quand même un avis aussi négatif et une expérience aussi mauvaise sur le terrain, ce qui nous a quand même assez étonné parce que pour le coup, dans les joueurs qu'on connaît, je dirais qu'il y a 75 des joueurs qui recommandent Mur Airsoft et 25 qui ne le recommandent pas. Peut-être je retesterai. Peut-être. Comme dirait Kurma, ne vous arrêtez pas à notre avis. Voilà. Allez tester le terrain, parce qu'on est peut-être tombé sur une mauvaise journée. L'expérience que j'ai vécue et le léger échange que j'ai eu et que je pense que je réaurais avec cet organisateur si je revais sur le terrain, ne me place pas dans des bonnes conditions pour aller y rejouer. Soit j'ai connu pire, largement pire, donc je retesterai peut-être. Peut-être en solo, peut-être ramener quelques potes pour avoir un petit groupe. Mais pour le coup, cette partie-là, elle a eu un peu un goût amer. Enfin, quoi qu'il en soit, restez pas forcément sur notre avis. N'hésitez pas à aller tester ce terrain, tout comme les autres associations qu'on vous a présentées. Le terrain de Mur Airsoft vaut le détour à minima juste pour ses infrastructures, tout comme les autres pour leurs infrastructures, mais aussi leur convivialité. J'espère que cette mini-série de cartes postales vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager sur les réseaux sociaux et mettre 5 sur 5 sur les plateformes de podcast. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3 qui parlera de Sniperland. Bye. Au revoir à tous.